Bonjour les amis, salut David. Salut Sébastien. Salut, bonjour. Ça fait longtemps qu'on n'a plus fait d'émission le lundi. Hein. Ah oui, on nous a mis au chômage pendant deux semaines. Ouais, c'est vrai, entre le 1er et 8 mai. Mais là, eh bien, nous reprenons notre rythme habituel avec 5 émissions cette semaine. On parlera de concombres, de melons, de pastèques et d'aubergines. Et je pense même, Sébastien, qu'on va commencer par l'aubergine. On commence par l'aubergine. Là, je plante mes plants d'aubergine. Et j'ai pensé à parler de ça parce que c'est le moment de les planter. Et on va attendre patiemment qu'elles poussent et qu'elles commencent à donner des fruits. Bah, chez nous, c'est un légume roi quand même, l'aubergine en Corse. Hein. Alors en fait, c'est vrai qu'en Corse, ça fait partie des classiques du jardin. Et pourtant, si on regarde la production et la vente, c'est pas un légume qui est tant vendu que ça. Et c'est pas anecdotique, mais c'est pas un légume qui est majoritairement cultivé parce que la période est courte, parce que les conditions de culture sont exigeantes en température. Donc, à part dans le sud, c'est très compliqué d'en faire. Il faut des températures chaudes très très tôt. Ça craint le froid. Et ça craint le froid, ça pousse pas du tout au froid. Elle devient noire vite à l'intérieur. Voilà. Et puis la plante, tout simplement, ne pousse pas avec les températures printanières. Donc, nous en Corse, on y arrive quand même en passant entre les gouttes, mais sur le continent, les printemps frais, les nuits fraîches surtout de printemps, ça pénalise grandement la production. Donc elle est principalement produite sous abri et ça se comprend quand on voit d'où elles viennent. Hein. C'est toujours des plantes de régions très chaudes. Alors moi je savais pas du tout, je ne sais pas si on en avait déjà parlé, mais je me rappelais plus du tout d'où ça venait. Et encore une fois, c'est un légume qui vient d'Asie du Sud-Est, probablement originaire de Chine. Et c'est un peu plus récent que ce dont on a l'habitude de parler dans l'émission, puisque c'est le début de sa culture, c'est le début de l'ère chrétienne en fait. Et enfin le début en tout cas on retrouve des traces. On retrouve des traces chez nous en Europe Non, on retrouve des traces en Asie. Parce qu'à l'époque, effectivement, si on remonte 2000 ans en arrière, les contacts avec les Chinois, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Elle est inconnue du monde antique méditerranéen. On la retrouve pas chez les Romains ni chez les Grecs. Donc on la trouve en Chine, en Inde, et vraiment on voit la culture qui explose au 8e siècle. Donc c'est super récent quand même, par rapport à d'autres légumes qu'on a vus, dont la culture remonte à 3000 ans avant Jésus-Christ. Elle a colonisé à peu près à cette période-là l'Indonésie, les Philippines, mais ça reste en Asie. Elle arrive quand même assez tard chez nous. Elle est arrivée probablement avec les grandes conquêtes arabes, donc en Andalousie. Et les premiers recueils proches de chez nous où on parle de l'aubergine, c'est plutôt 12e siècle, où on voit qu'elle est traditionnellement cultivée en Andalousie. Apportée par le monde arabe, par les conquêtes arabes. Puis il fait chaud là-bas, le climat s'y prête. Voilà, le climat s'y prête, les températures sont élevées. Elle a quand même fait un passage par l'Afrique vers le 9e siècle. Mais en tout cas les versions qu'on a en Europe, alors on retrouve 4 variétés. Ils appellent dans un recueil écrit par un jardinier, un botaniste à cette époque en Andalousie, il parle d'une variété égyptienne qui est blanche, d'une variété syrienne qui a des fruits violets, d'une variété aux fruits noirs qui est de Cordoue je crois, et une variété locale donc qui est cultivée en Andalousie qui serait pourpre. Donc pas énormément de variétés. Jamais vu. Ouais. Sinon, tu dis qu'en Corse on passe entre les gouttes. Il y a même un jeu de mots là-dedans par rapport à l'aubergine parce qu'il fait chaud tôt chez nous. Est-ce que cette année il fait chaud tôt? Parce que moi j'ai l'impression qu'il fait frais quand même. Alors on a eu un mois d'avril très chaud. Parce qu'on oublie qu'on a un mois d'avril exceptionnellement chaud. Ouais. Et très sec. Oui, moi sur la croissance des plantes et sur la végétation, le mois d'avril était plus chaud. Et surtout il n'y a pas eu de pluie, donc il n'y a pas eu ce refroidissement, ce couvert nuageux qui refroidit, la pluie qui rafraîchit. Moi je partais le matin, et quand je pars le matin il fait 5, des fois lui il dit qu'il fait chaud. Mais le mois de mai, ça s'est refroidi au mois de mai, et j'ai eu des gelées, moi. Donc pas mec, tu l'avais gelé au mois d'avril. Au mois de mai. Enfin, fin avril, début mai. Ah ouais. Voilà. Mais tout le mois de début du mois d'avril a été très chaud et très sec, surtout. Mais les aubergines n'étaient pas encore plantées, non, là. Moi, elles étaient sous serre, à l'abri au chaud, et c'est difficile de faire autrement. Hein. Si on n'a pas de serre, on ne peut pas faire d'aubergine. Ça produit beaucoup. C'est pas une plante qui produit énormément en volume. C'est 2 fois. Elle produit 2 fois. Non, elle produit tout le long en fait. À partir du moment où les fruits commencent à se former, c'est un peu comme la tomate. Ah, d'accord. Ça fait des fleurs qui produisent des fruits non-stop. Après, alors, comme on a des hivers doux, j'ai entendu des maraîchers sur la plaine orientale qui en ont eu jusqu'en décembre, janvier sous serre, sous abri, sans chauffer, en abri froid, parce qu'on a eu des hivers très doux. Mais c'est le début de croissance de la plante qui est délicat.
C'est un petit peu long, il faut 16 à 24 semaines entre le semis et les premières récoltes selon les variétés et selon les températures. Donc c'est un petit peu long. Là, maintenant, à l'heure actuelle, il y a plusieurs centaines de variétés. Cette année, j'en essaie une nouvelle qui est rouge, qui s'appelle l'aubergine coréenne, qui est une aubergine qui nous vient d'ex-URSS et qui est cultivée en Corée. C'est pour ça qu'elle est rouge. On est la même protection avec David. C'est pas très fin, mais bon, c'est... Non, mais j'aime bien ce genre. Voilà, ouais, c'est pas mal. Et elle ressemble vraiment à une tomate. Et d'ailleurs, l'aubergine, c'est la même famille que la tomate, c'est les solanacées. Donc il y a une parenté, on peut même greffer, on peut même faire des greffes de plants d'aubergine sur des pieds de tomates ou surtout des choses qui se ressemblent comme ça. Moi je connais la noire, la blanche, la violette, mais je connais pas la pourpre ni la... Alors, la rouge, j'en avais essayé une qui s'appelait la rouge. Quel goût ça? Alors là, la rouge coréenne, on va découvrir ça cette année. J'en avais essayé une qui s'appelait la rouge de Turquie qui était infecte, abominable, amère à vomir. Ah ouais, parce que c'est amère l'aubergine. Voilà, celle-là elle était particulièrement amère. Après la rosa bianche est beaucoup moins amère et même très douce, je trouve. Dès qu'on est sur des variétés plus colorées, il y a une légère amertume. La blanche, elle est pas amère. Enfin, elle est douce, voilà, elle est vraiment douce. La noire, elle est amère. Et toi, bon, je suppose que dans ta cuisine, David, l'aubergine, tu en as quotidiennement peut-être même, je sais pas. Oui, l'aubergine, on la travaille assez souvent, de manière diverse. Alors, comme on parle d'amertume, moi je les sucre un petit peu quand je les cuis, pour casser justement ce niveau d'amertume. Les aubergines, on peut en faire un caviar d'aubergine pour des toasts. Ça rentre dans la composition de la ratatouille. Voilà, bon, la ratatouille. On fait des farcis avec les aubergines farcies avec un peu de viande ou avec la farce de l'aubergine elle-même. C'est-à-dire qu'on gratte le centre, on en fait une farce que l'on vient rapporter après dans l'aubergine avec une petite sauce tomate. L'aubergine, ça rentre aussi dans des compositions de garniture de poisson, de viande, juste grillé, juste snacké. Et je suis en train de faire des petits essais, parce que c'est pour ça que quand il m'a dit on parle de l'aubergine, ça m'a interpellé, parce que je suis en train de faire des essais pour faire des chrysalines d'aubergine. C'est-à-dire qu'on les coupe très très fines, on les passe dans un sirop, on les fait saisir juste un petit peu à la poêle et puis après on les fait sécher au four pour avoir cette espèce de chips translucide de l'aubergine, tu vois. On coupe ça à la mandoline très fin. Et bon, pour l'instant, ça n'a pas encore marché, mais j'espère que ça va marcher. Est-ce que c'est un légume qui a une passerelle directe avec la courgette, notamment au niveau de la cuisine? Est-ce que ça se cuisine pas un peu de la même manière? C'est vrai que c'est l'association parfaite que l'on a l'habitude de faire, hein, aubergine, courgette, tomate. Ouais. C'est une association qui marche très bien pour la ratatouille. Alors ta question était par exemple, tu parles des aubergines avec de la viande farcie, on peut faire aussi en lasagne. Voilà, j'ai l'impression qu'on l'utilise un peu de la même manière qu'une courgette. Oui, c'est vrai. Ça. Et on la travaille souvent de la même manière et ensemble. Mais on peut en faire plein de choses sympas. Moi j'adore la blanche parce que la blanche elle a ce côté un peu plus doux dont on disait tout à l'heure. La texture aussi qui est un petit peu différente. Texture différente, elle ressemble un peu aux champignons. Ouais, j'adore, moi ça m'a fait réapprécier. C'est ma préférée. Voilà, l'aubergine, j'avais cette idée de l'amertume et du côté spongieux. Ouais. Et quand j'ai découvert la blanche, j'avais l'impression d'avoir un fruit totalement différent. Ouais, la blanche elle n'a pas ce côté spongieux, exactement, elle a ce côté un peu plus ferme. Parce que je pense qu'elle absorbe au moins aussi les éléments de cuisson. Et alors ce qu'on peut faire pour avoir ce problème pour évacuer ce problème d'éponge, c'est les mettre au sel. Quand on les met au sel, quand on met une courgette au sel, un légume au sel, un poisson au sel, une viande au sel, on sort un peu l'exudat du fruit ou du légume que l'on a travaillé, et ça permet d'avoir ce côté un peu plus ferme que ce côté un petit peu spongieux qui est un peu négatif de l'aubergine. Des fois on a cette peau dure. Quand on a du mal à manger même des fois. On a du mal à manger et cette chair un peu amère et spongieuse. Donc c'est vrai que ça fait que si tu te retrouves dans le même fruit avec ces petits défauts, ça donne pas envie d'en manger. Donc on sucre quand on fait cuire, on peut saler pour les faire un peu dégorger, je dirais, et on peut les faire sécher. Après, on a toutes les recettes que l'on connaît, hein. Ça rentre dans la composition de la moussaka, ça rentre dans plein de méditerranéen, les plats méditerranéens. Voilà. Et sur la Corse, avec le broch, est-ce que ça se marie bien, non? J'ai jamais trop travaillé l'aubergine. On n'a jamais essayé? Non, j'ai jamais trop travaillé avec l'aubergine avec le broch. Je travaille plus la courgette. Ouais. L'aubergine, moi j'en fais des petits farcis. Alors ce que j'aime bien, c'est quand on ramasse l'aubergine quand elle est mini. Voilà, là, elle est bien tendre, elle est bien ferme, pardon. Elle est un peu croquante. Et à ce moment-là, on peut les faire confire au four tout doucement avec un peu d'ail, un peu de thym et de romarin. Et on la déguste comme ça dans une assiette juste de légumes pour un plat végétarien. Ça peut être sympa.
Et bien voilà, donc ce qu'on peut dire sur l'aubergine. On se quitte demain, on parlera d'un fruit et de quelque chose de sucré et qu'on aime beaucoup l'été, c'est la pastèque. Allez, la Qui pastèque. n'aime pas la pastèque? C'est pas une insulte. C'est pas une insulte. À demain donc. À demain. À demain. Bonjour les amis, bonjour Sébastien. Bonjour. David, Bonjour à tutti. comment allez-vous ce matin? Tutto va bene, ti ringrazio. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui, l'été, est un incontournable, Ah oui. qui est la pastèque. Ah, moi j'adore. Ah moi aussi j'adore. C'est très rafraîchissant. Il y en a différentes variétés aussi. c'est Ah, vrai. je me suis régalé cette année dans les variétés que j'ai cultivées. Je suis allé prendre des variétés du monde entier. Du coup, je me suis un petit peu intéressé, même en dehors de la préparation de cette émission, aux origines, à ce qu'on trouvait. Et c'est incroyable le nombre de variétés de pastèques qu'on trouve, de formes, de couleurs. Et c'est un fruit là, vraiment, il y a son histoire qui a été retracée. Et c'est vraiment une histoire étonnante, une évolution étonnante de comment on part d'un fruit sauvage pour arriver à des variétés cultivées en le multipliant. Et c'est vraiment de toute façon, les cucurbitacées en général, j'adore ça. Les courges, les courgettes, c'est les là melons. aussi, la C'est un pastèque. cucurbitacé aussi. Et ça fait partie de ma famille de légumes préférés. Et la pastèque en fruits, c'est un de ceux que je préfère. C'est comme le melon finalement. Le melon, on sait qu'il y a les couleurs. Alors il y a du orange, du blanc, du jaune. La pastèque, c'est pareil. Ah, Elles oui, sont Il y pas a des toutes rouges en zébrés, fait. Il y a des zébrés, il y a des. Ouais, Ce qui est vraiment surprenant, c'est de quoi on part. Il y a une petite infographique que j'avais vue il y a quelques années sur internet, un espèce de petit tableau qui s'appelle l'Odyssée de la pastèque et qui retrace son histoire depuis l'Afrique. Ça vient de Namibie, Botswana. Et à l'origine, il y a 3000 ans avant Jésus-Christ, c'était un petit fruit de 5 cm il fallait taper à coups de massue dessus pour le casser. Il était amer. Ah ouais. Il y avait des grains dedans qui contenaient des matières grasses et de l'amidon. Ça donnait mal au ventre. Enfin, c'était quelque chose. Rien à voir avec la pastèque qu'on Pas connaît sympa aujourd'hui. du tout. Ouais. Rien à voir. Rien à voir. Et puis, plusieurs milliers d'années de sélection. Il y avait 6 variétés. Alors, il y avait 6 pastèques différentes. Hein. On en retrouve 6 en tout cas. Et plusieurs années, et qui contenaient très peu de sucre aussi. Plusieurs milliers d'années plus tard, on a 1200 variétés. 1200. Et on a un fruit sucré qui contient pas d'amidon, qui contient plus de matière grasse et qui est utilisé selon les pays dans plein d'usages. Il y a des pays où on va cultiver des pastèques à graines parce qu'on va manger les graines qu'on va broyer en espèce de pâte qui va avoir le goût de la noisette. Ah ouais. Il y a des pays où on va la manger on va la donner en fourrage aux animaux. Il y a des pays où on va l'utiliser pour faire de la bière, en Russie par exemple. Il y a des pays qui les font carrés. Au Japon. Non, Au Japon, oui. au Des Japon. pastèques carrées. Ah oui, les Alors, ils ça le font coûte une pousser fortune. dans des bocaux en verre pour leur donner la forme voulue. Donc, ils les mettent quand elles sont toutes petites. Elles poussent dans le bocal en verre et elles prennent la forme. Et le prix est multiplié par 10. Eh ben, c'est pas plus parce que Ouais. Pastèque carrée. Ah, À Hiroshima peut-être, mais Et ils vendent ça à des riches chinois qui sont prêts à payer des fortunes. Bon, il y a une sélection, je disais, il y a une sélection drastique. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'ils tapent la pastèque comme on tape une forme de tome pour entendre si la pastèque est bien à maturité. Bon, il y a une sélection, mais ils payent ça une fortune. et l'avantage c'est que bon, ça se transporte plus facilement. On peut en mettre plus dans des Peut-être bien. Ouais. dans des casiers. Bon, c'est le côté pratique Le ou côté- il y a je- autre chose Ah, On va ouais, essayer il y a- d'en faire des carrés. Non, Allez, c'est ça. allez. Ah, pour le Soyons faire, peut-être fun, des en mettre triangulaires. en mettre une dans une bouteille, hein, plutôt donner une forme d'une bouteille. Essaye, on va Mais non, là c'était vraiment, je pense que c'était un délire pour la forme. Les Japonais, ils sont aussi attachés à la forme. Et Ça fait une tranche carrée, tu voilà. Et l'aspect est très important au Japon, mais moi c'est pas trop moi c'est le goût qui m'intéresse. Ben ouais, plus. Il Alors, peut c'est- y avoir le goût et la forme, pourquoi tu dis ça? Eh ben, là, cette année, moi j'ai essayé une variété qui s'appelle la sibérienne, qui est jaune. Une autre variété qui a la chair blanche. En fait, et une variété qui pousse dans les montagnes nord-américaines qui est censée être précoce et résister au climat froid. Donc, je devrais l'avoir plus tôt. Des petites pastèques de 2 à 4 kilos. Mais on a, vous savez, une marge entre les plus petites qui font 2 kilos et les plus grosses qui font 20 kilos, les pastèques. Explique-nous comment on reconnaît une bonne pastèque alors qu'on peut pas la avoir dedans. Alors, il y a plusieurs signes pour savoir choisir sa pastèque. Il y a la partie, le petit pédoncule qui va se décrocher quand il est sec. Ça, c'est signe de maturité. Ouais. Ensuite, Non mais on est devant notre. alors, on la prend à la main, on la presse en collant l'oreille et ça doit craquer. Ah oui, Voilà, il y a ce signe-là. En la serrant fort donc. En la serrant un petit peu, ça doit craquer. la chair Euh, va craquer. Après, ça doit sonner creux. Il y a le poids aussi qui est très important. Ouais. Une pastèque mûre, elle doit être lourde. Ça doit être- Ah, plus c'est lourd, mieux c'est. Voilà.
D'accord. On peut pas comme les melons. Je vois, certaines fois, tu vois des gens sentir les melons. Non, ça sent rien la pastèque. Mais c'est vrai que le melon, bon, on en parlera dans la semaine, mais à l'odeur quand même, on peut voir s'il est mûr ou pas. Ça peut être trompeur. Ça peut être trompeur. J'ai des variétés comme le melon boule d'or qui sont des melons à chair très ferme, qui n'ont pas forcément une odeur très forte, mais qui sont très sucrés. La pastèque, on ne sent rien. La pastèque, on sent rien. C'est un peu le vert de la pastèque. J'ai l'impression que l'écorce, enfin, je sais pas si on peut employer ce mot, mais la peau est plus épaisse. C'est peut-être pour ça que l'odeur est beaucoup plus épaisse Est-ce que tu peux en faire sans pépins, s'il te plaît? Alors, il existe des variétés américaines sans pépins. Effectivement. Parce que c'est vrai que c'est le problème. 1 milliard de pépins qui sont en train de devenir très à la mode. Après, il y a des variétés. Les variétés à l'origine, les 6 variétés, elles avaient 18 pépins à l'intérieur. Mais bon, 18 pépins dans une pastèque de 5 cm. C'est juste le côté un peu embêtant lorsqu'il y a une pastèque. Alors certains mangent les pépins, d'autres avec un couteau. Ça dépend vraiment des variétés qui en ont plus ou moins. Après, il y a des variétés avec la chair plus ou moins ferme, donc ça va être plus ou moins simple de l'enlever. Il y a des variétés qui vont devenir vite farineuses. Il y a des variétés souvent, le cœur, c'est bien que tu dis ça, parce que souvent, le cœur de la pastèque est farineux. C'est vraiment sur je l'ai toujours rencontré sur les variétés plus commerciales, comme la Crimson Sweet ou la Sugar Baby, qui sont les variétés un peu plus classiques. Après, c'est sans fin. J'ai vraiment découvert. Je me suis limité, je crois que j'en ai 7 cette année, ou 6 ou 7, mais il y en avait des centaines. Ça va être le climat, moi, qui va plutôt, parce que je suis en montagne, ça va être plus difficile. Donc j'ai choisi des variétés buissonnantes qui vont produire vite, qui vont avoir besoin de moins de longues périodes de chaleur. Donc des variétés plus petites. Aussi, comme je commercialise en panier, c'est plus simple pour moi d'avoir des petites plutôt que de couper des tranches et de vendre des tranches. Ouais, c'est vrai que ça c'est meilleur une grosse pastèque ou une petite pastèque? Ça dépend des variétés. Il y a pas de, c'est pas la taille qui va conditionner le goût. Certaines pastèques qui font 5-6 kg, 7 kg, 8 kg. Les zébrés. Quand on vend au poids, c'est sûr que c'est mieux d'avoir des pastèques le plus grosses possible, mais c'est pas un signe de qualité. Voilà. Est-ce que c'est un signe de goût? Est-ce qu'on perd du goût ou est-ce qu'on intensifie? Ni l'un ni l'autre. C'est les méthodes de culture et la variété qui va déterminer le goût, bien entendu. Ouais. Les deux impactent. Il y a des variétés qui sont par essence très sucrées. Et de par la méthode de culture, si on va aller vers le rendement, elles seront peut-être moins bonnes. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'avec une pastèque, on n'a pas besoin de prévoir de l'eau si on va pique-niquer, parce que c'est hallucinant l'eau qu'il y a dans une pastèque. C'est pas que ça, c'est les propriétés, l'impact nutritionnel, ça contient un truc qui s'appelle la citrulline. C'est très utile pour les sportifs, ça permet d'éliminer un déchet de l'organisme qu'on produit quand on fait du sport. C'est très riche en antioxydants. Donc j'avais lu, il y avait une liste assez impressionnante des bienfaits pour la santé de la pastèque. Donc on peut en manger sans crainte quand on est sportif. Ça hydrate et en plus de ça, c'est très très bon pour les sportifs. C'est peut-être un peu diurétique comme nous. Alors moi, ce que je vous propose, les amis, c'est de poursuivre sur la pastèque demain, parce que je crois qu'on a encore pas mal de choses à dire sur la pastèque. On est au tu n'as pas dit comment on la cuisiner. Voilà, on n'a pas dit notamment comment David. Vous ne posez pas la question, il faut pas répondre. Hein. Ah bien, ce sera demain, David. À demain. Bonjour David. Salut Dogar. Sébastien. Salut. Alors, on a commencé hier à parler de la pastèque, et d'ailleurs, on n'a pas terminé. On va terminer aujourd'hui, justement, parce qu'on n'a pas eu l'occasion avec toi, David, de nous expliquer. Tu nous as pas expliqué, voilà, la pastèque, toi, ce que tu vas en faire concrètement. Salade de fruits, bien sûr, en dessert, bien sûr, mais est-ce qu'on peut utiliser la pastèque dans des plats, peut-être, où on ne l'attend pas, finalement? Moi, je l'utilise dans les salades un peu, qu'on dit, entre guillemets, exotiques. J'aime bien marier la pastèque fraîche, taillée fraîchement un peu en triangle, le marier avec un bon saumon ou un bon carpaccio de poisson ou des crevettes, tu vois, juste frais. Parce que bon, je pense pas que ce soit un fruit à cuire. Alors, il y a des variétés de pastèques qui sont des pastèques à confiture. Ah oui. Et elles sont spécifiquement faites pour la confiture. Certaines ne peuvent se manger d'ailleurs qu'en confiture. Elles sont moins d'eau peut-être je pense que c'est la chair qui n'est pas propre, la texture qui n'est pas propre. Elles sont très sucrées et elles font des très bonnes confitures. J'ai goûté des bonnes confitures de pastèques. Ah oui. Je pense pas que ça se... Il y a des variétés qui sont vendues comme telles. J'ai jamais goûté. Pastèque à confiture. Confiture de pastèque, je ne savais même pas que ça existait. Oui, moi, je crois qu'il y a Christophe Gaël qui en fait la confiture de pastèque. Et d'ailleurs, il y a plusieurs types de confitures. J'en avais vu certaines avec des morceaux translucides, cristallins de pastèque à l'intérieur. Oui, on peut après avec un ajout de pectine
faire une tombée de pastèque et fixer l'eau à l'intérieur à l'aide de la pectine de pomme. Et c'est très intéressant puisqu'il y avait ces morceaux sucrés avec le petit goût de la pastèque. Moi, j'avais bien aimé. Pour faire une pâte de fruits, ça peut être sympa. Ah oui. Ouais, mais pour faire une confiture, moi j'imagine la confiture avec des fruits où il y a quand même de la chair, tu vois, où il y a quand même de la matière. La pastèque, j'ai l'impression que dès qu'on l'écrase un peu, c'est de l'eau, quoi. Voilà. Comme tu dis. Hein. Donc, je dois avoir des techniques justement. Ouais, donc bravo, chapeau à ceux qui arrivent à faire de la confiture avec la pastèque. Mais je pense qu'il y a une technique là quand même. Peut-être que ces fruits, justement, spécifiquement ces variétés, contiennent peut-être de la pectine, ou il y a peut-être quelque chose dans ces pastèques-là qui fait qu'elles se prêtent bien à la confiture. Ouais, je n'ai jamais essayé de faire de la confiture de pastèque. Je crois que j'en ai cette année des variétés. Donc, on essaiera. On essaiera. Et moi, ce que j'aime bien, c'est la fraîcheur du produit. Quand tu as une pastèque, c'est vrai que tu as la tendance à vouloir la croquer. Alors du coup, est-ce qu'on peut faire des sorbets avec ? Tu peux faire un sorbet, tu peux faire un granité. Le sorbet, on l'a déjà expliqué, mais c'est un équilibre des sucres et des matières sèches et du jus que l'on veut obtenir. On peut faire un sorbet pastèque. Je pense qu'on perdrait un peu de goût au détriment du goût de la pastèque initiale, en sucrant un peu plus, parce que justement, il n'y a pas de matière sèche, il y a beaucoup d'eau. Mais on peut en faire un granité. Voilà, si on sort, au lieu de partir sur une glace ou un sorbet, un granité, c'est le résultat du fruit pressé, un ajout de sucre cristallisé au congélateur, gratté avec une fourchette, et on en fait un granité sympa qu'on peut mettre sur une salade de fruits, comme tu disais tout à l'heure, sur un tartare de fruits. Moi, j'aime bien aussi mixer ces fruits-là avec d'autres fruits pour avoir un complément et pour faire des gazpacho de fruits. J'aime bien marier aussi la pastèque avec le poivron, parce que ce sont deux goûts qui s'assemblent. Et à ce moment-là, on peut faire un petit gazpacho pastèque poivron pour une entrée assez sympa d'été. On peut mettre un peu de basilic, de coriandre, d'aneth, ce que l'on a dans son frigo en aromatique. Et voilà, donc on peut faire plein de choses. Voilà, moi je pense que quand on a une bonne pastèque comme ça, c'est un fruit qu'il faut partager en fait. On est à table, on le coupe. On le partage, on le déguste. C'est le fruit d'été qui se mange. On le déguste simplement. Au bord de l'eau, à la plage. Sur la terrasse, au village. Voilà, moi, c'est comme ça que, autour d'un repas de famille, c'est comme ça qu'on déguste la pastèque. Bon, le seul inconvénient, c'est qu'il y a souvent beaucoup de pépins. Voilà. Il y a beaucoup de pépins. Et peut-être le second inconvénient, c'est que c'est un fruit, j'ai l'impression, que si il n'est pas bien frais, là, le pastèque fraîche, tu veux dire froid. Froid. Ouais. Hein. C'est vrai que des fois, quand on part en pique-nique et qu'on a la pastèque dans la voiture et qu'on la mange chaude, c'est. Ah non, c'est pas agréable. Donc il faut une glacière. Voilà, il y a toute et une paradoxalement, la rivière, on la laisse dans l'eau. Voilà. À la rivière. Ça, c'est une bonne idée de la mettre dans l'eau dans la rivière. C'est une très bonne idée. Dans la Gravonne, puisque. C'est une très bonne idée. Mais paradoxalement, ça craint le froid, ça la cuit. Oui, alors conservation optimale, parce que j'ai découvert en préparant que ça se conserve très bien entre 10 et 12 degrés, entre 10 et 13 degrés. Donc tu vois, une chambre froide, c'est entre 0 et 5. Donc en fait, c'est pas au frais tant que ça. Entre 10 et 13 degrés, et en plus, après la récolte, son goût va légèrement se modifier, bien qu'elle continue pas à mûrir. Mais son goût va se modifier, s'améliorer à cette plage de température-là pendant 3-4 jours. Donc dans la Gravonne à l'été, ça va, la Gravonne elle descend pas en dessous de, je sais pas, elle doit être à 15-16 degrés. Moi je monte très haut, donc c'est quand même assez frais. Non, mais c'est plus chaud que ça quand même. Donc attention quand même, si on met la pastèque dans un environnement trop froid, ça peut la cramer. Donc c'est ça. Ah oui, ça la brûle. Ça la brûle. Tu l'ouvres, elle est brûlée à l'intérieur. C'est de la bouillie. C'est exactement de la bouillie. D'accord. Alors tiens, une pastèque, une fois que tu l'as récoltée, elle peut se conserver combien de temps ? Pas très longtemps, 3-4 jours avec un papier cellophane, une fois qu'elle est coupée, mais non, elle va vite s'abîmer. Pas coupée. Ah, pas coupée. Ça dépend des variétés. J'ai lu jusqu'à une semaine. Une semaine quand même. Ça va vite quand même. Il y a peut-être des variétés. Après, il y a cet effet justement, l'intérieur va commencer à se modifier et avoir le cœur, avoir cet aspect un peu bouilli. Ouais, ça devient poreux même. Mais moi, personnellement, je faisais la bêtise justement de la conserver au frais. Ouais. Et à la cave, il faut la mettre. Mais c'est vrai que des pastèques, maintenant que je me souviens, des pastèques que j'avais ramassées qui étaient restées dans le garage. Tout au fond du garage, donc assez au frais. On les avait ouvertes pour les manger nous en famille assez longtemps après, et elles étaient bonnes. Elles ont passé c'est comme le vin finalement. Des petites pastèques, les pastèques lune étoile. C'est des pastèques qui font peut-être 3, 4 à 5 kilos. Elles sont constellées de petits points jaunes, elles sont un vert pâle, constellées de petits points jaunes, et près de l'endroit où elles se détachent, il y a un point plus gros en forme de lune. Ah ouais. Et alors Moon and Stars en anglais, et en français il l'appelle la lune étoile, et c'est des petites pastèques très bonnes. Alors on dit souvent que la Corse, pastèque corse, on ne peut pas dire ça, mais la production locale, c'est la petite danse verte qui, on dirait,
un ballon en fait, bien ronde, verte, très très verte. Est-ce que c'est celle-là? Je l'ai entendu. Je pense que ça veut plus dire que c'est traditionnellement celle qu'on allait cultiver chez nous. Voilà. Maintenant, d'où elle nous est arrivée celle-là. Elle est très très verte. Ouais, visiblement, elle vient d'ailleurs de toute manière. Elle vient d'ailleurs de toute manière. Mais c'est celle qu'on cultive le plus peut-être. Assez tardivement de toute façon. Mais c'est pas le mode. Par exemple, chez nous, traditionnellement, on cultive pas la zébrée, par exemple. Et c'est la plus cultivée, la zébrée. Voilà. C'est celle qu'on va le plus retrouver. Parce que c'est la plus productive. Chez les primeurs, chez les épiciers, on trouve souvent la petite, peut-être 2-3 kilos déjà, mais verte, bien ronde. On en trouve même, tu vas avoir dans les supermarchés des pastèques de 7, 8, 9, 10 kilos, énormes, des espèces Il faut être nombreux là-haut. Ouais, il faut être nombreux et puis elles sont pas très bonnes. Non, franchement. Alors, en attendant donc les pastèques carrées de Taverne, on ne sait jamais, les Japonais le font, Sébastien. Mais Sébastien, il est capable de tout faire, sauf des pastèques carrées. Non, que les Japonais font. Je le ferai pas dans un truc en verre, je le ferai dans un moule en bois. Voilà. J'en veux 2, s'il te plaît. Allez, 2, je t'en ferai 2 carrés et on les mettra en exposition. Ça va, le pari, j'espère, sera tenu. Les amis, on se quitte, on se donne rendez-vous demain pour parler d'un autre fruit ou légume. À demain. Bonjour David, bonjour Sébastien. Bonjour. Salut. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, très bien. Moi je dis que des fois il faudrait mettre les émissions en off. Ouais, parce qu'en fait il y a une émission avant, il y a une émission après. Nous on vous propose une émission pendant, c'est mieux, parce qu'on entend des choses des fois. C'est là qu'on dit les choses les plus intéressantes. Avant, après, c'est... Alors on va parler du concombre aujourd'hui, mais avant cela, j'ai reçu des mails, des courriers à la boîte postale d'Alta Frequenza, des gens qui me demandent, mais Sébastien, les bananes de Taverne, quand c'est qu'elles vont arriver? Alors, est-ce qu'on peut avoir un scoop? Alors, on avait essayé de commander un plant de bananier des contreforts de l'Himalaya qui n'est jamais arrivé vivant. Donc, avec une amie qui m'aide et qui est un peu dans l'expérimentation, Karine, qu'on salue. Karine, bonjour. Bonjour Karine. Elle a fait des semis de bananiers qui pas facile à réussir parce qu'il faut des températures constantes aux alentours des 20 degrés. Donc elle a fait ça sur un chauffage. Elle a lutté, elle a réussi à maintenir ses bananiers vivants. Donc les bananiers ont poussé, ont germé. C'est grâce à Karine. Donc, et grâce à Karine, elle va me donner des plants et on va essayer de cultiver ces bananes du contrefort de l'Himalaya qu'on va planter à Taverne et on espère avoir des bananes comestibles à Taverne. Mais je vous ai envoyé une vidéo cette semaine, vous l'avez vu? Non, j'ai pas vu. Sur la vidéo, les gens ils montrent comment chez soi, on peut, dans des pots, on peut cultiver certains fruits et légumes. Les ananas, parce que ça a besoin de... C'est des fruits on en avait parlé dans l'émission, hein, ça a besoin des températures minimum très hautes. On ne doit pas descendre en dessous de 18 degrés, ce qui est un peu compliqué. Alors cette vidéo, elle montre comment chez soi, on peut, dans sa maison, en pot, on peut cultiver son fraisier, son citronnier, son basilic, sa tomate. Il faut avoir quand même des belles expositions, c'est-à-dire avoir en général une grande baie vitrée qui va donner plein sud, voire même que ça tourne un petit peu autour, qu'il y ait de la lumière qui rentre, et des températures. Alors, dans une maison, effectivement, souvent, on a des températures stables, chaudes. Mais en pot, on peut presque tout cultiver à partir du moment où on réunit les conditions de culture de la plante. Ah oui. Bon, on fera un point sur les bananes de Taverne régulièrement avec toi Sébastien. Donc pour l'instant, la phase expérimentale est rentrée dans la phase 2 justement. Heureusement qu'il y a Karine. On attend. Heureusement qu'il y a Karine qu'on embrasse chaleureusement si elle nous écoute. Alors aujourd'hui, on va parler du concombre. Donc rien à voir avec les bananes, mais quoique dans la forme. Dans la forme, ouais. C'est un cornichon. C'est un cornichon concombre, c'est exactement la même chose, c'est juste le cornichon est un petit concombre. Voilà. Ah, le cornichon est un petit concombre. Et pourtant, le goût est quand même plus. Ça envoie un peu plus. Comme dans tous les fruits et légumes qu'on connaît, il y a des saveurs différentes selon la taille, selon l'espèce, la variété. Bon. Alors, le concombre, il est originaire d'Inde. C'est un fruit qui nous vient de plus de 4000 ans avant nous. Il a été assez vite, il a franchi assez vite les frontières parce qu'on le retrouve chez les Égyptiens. Il est cité dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Donc ça remonte quand même assez loin. Les Égyptiens. Dans l'Ancien Testament. Oui, dans l'Ancien Testament. Donc ça remonte, ouais. Il était cultivé par les Égyptiens. Ils en faisaient des offrandes aux dieux. Alors probablement, ça avait rien à voir avec le concombre qu'on connaît maintenant. Parce que j'ai trouvé un document de l'INRA, un chercheur qui a fait des recherches poussées dessus. Il faut être toujours très prudent avec les documents qu'on trouve parce que quand un légume est décrit, déjà la traduction, on n'est jamais sûr d'avoir exactement, de retrouver exactement le sens. Un mot peut être proche, on va le traduire par un mot proche. Donc probablement le concombre qu'on connaît, des sortes de concombres qui ont été décrits chez les Égyptiens, mais c'était sûrement quelque chose qui ressemblait pas parce qu'on retrouve toujours dans les descriptions l'amertume. C'était jusqu'au 16e, 17e
XVIIe siècle, c'est décrit comme un fruit amer. En tout cas, il était consommé par l'empereur Tibère qui en raffolait. Il était apprécié par les Grecs et les Romains, donc présent dans leur cuisine. En tout cas, le fruit ressemble à ce qu'on connaît, mais dans le goût, toujours cette description amère. Il a été emmené jusqu'aux Amériques par Christophe Colomb. Et là maintenant, on le retrouve dans le monde entier. Hein. Le concombre est un légume qui est cultivé à peu près partout, qui a quand même besoin de beaucoup de chaleur. Principalement sous nos latitudes, il est cultivé sous serre. Nous, on peut le cultiver dehors, il va juste venir un petit peu plus tard. Moi, j'en plante sous serre et en extérieur. C'est pas une culture très difficile, même si certaines maladies qui s'y attaquent. Hein, l'oïdium, pour le jardinier, connaissent ça. Blanchiment des feuilles par l'attaque d'un champignon. Ça vient quand même tard, en fin de saison, au mois d'août plutôt. Pour les avoir tôt, c'est sous serre, et sinon fin d'été en extérieur, ou au mois d'août en extérieur, selon la chaleur qu'on a eue, les printemps plus ou moins chauds. Il y a énormément de variétés, des jaunes, des blancs. Il y a certains concombres qu'on appelle concombres qui n'en sont pas, notamment que je cultive, qui s'appelle le concombre arménien, qui fait des longs concombres de 40 cm jusqu'à 1 mètre, qui sont en fait des melons. Et c'est sucré non, ça a vraiment le goût du concombre, c'est plus doux, c'est beaucoup plus digeste que le concombre. C'est une variété de melon, c'est-à-dire que si on cultive des melons, on risque d'avoir des croisements entre les deux, et si on récolte ces graines, de se retrouver avec des trucs un peu hybrides qui sont moins sucrés et qui sont ni ronds ni longs. Les concombres, par contre, le cornichon, le concombre, c'est le même fruit. Et j'en ai un qui vient du Tyrol, qui pousse à l'état sauvage, qui s'appelle Zeneria scabra, qui est un tout petit concombre de la taille d'un cornichon, qui se mange en entier comme ça, qu'on peut mettre dans le vinaigre comme un concombre, mais qui se mange en apéritif, qui est zébré vert et blanc avec une police, qui est très très bon. Alors il y en a qui ont la police, et il y en a qui ont la peau avec des piquants. Il y en a qui ont la peau avec des piquants, il y en a qui ont la peau rugueuse. Il y en a, la peau est tellement fine qu'on peut manger la peau. Les concombres indiens, j'ai des concombres indiens qui ont la peau jaune très très fine, qui sont très doux, très peu amers, très digestes. J'ai des concombres long blanc parisiens, j'ai des concombres... Pas tous les concombres on peut manger la peau. Pas tous les Enfin, moi je trouve que certaines peaux sont vraiment trop indigestes, trop dures. Il y en a qui sont un peu... Des fois même, on coupe un peu la peau, on la réduit un peu des fois. Quand on le mange en salade par hasard. Sur certains concombres qui sont très fermes, alors il y a les... Ah mais il reste plus grand chose, tu enlèves la peau, tu enlèves les pépins. Non, alors il y a ça, voilà, il y a certains concombres qui sont très fermes, qu'on peut éplucher sans problème. Parce que la peau va être dure et épaisse, on va pouvoir l'enlever, ils sont d'un gros calibre. Après, il y a des concombres, les noix, qui sont plus petits, ronds, ovales plus petits. Après, il y a des très longs concombres. Moi, je digère pas les concombres. Toi moi, ça va très bien. C'est pour ça que j'aime bien les concombres arméniens, qui sont plus digestes. Ouais. Alors, il y a un point commun avec la pastèque dont on a parlé cette semaine, c'est qu'il y a beaucoup d'eau dedans finalement. Il y a beaucoup d'eau, moins que dans la pastèque, mais c'est des légumes qui poussent vite, qui font beaucoup d'eau. C'est des légumes qui sont très productifs. En général, tout ce qui produit très vite, avec des gros volumes de production, c'est de l'eau. Comme la courgette d'ailleurs, la courgette est principalement composée d'eau. Forcément, lorsqu'on réfléchit, c'est assez logique. Alors, ça fait des fleurs, là, concombre. Oui, ça fait des petites fleurs, toutes petites jaunes. Ça se taille pas. Non, c'est pas très intéressant à manger. Elles sont trop petites, ce serait pas intéressant de les récolter. Ça a besoin d'une pollinisation par les abeilles. On a besoin d'abeilles pour avoir des belles productions, pour pas que les fruits avortent, c'est-à-dire n'arrivent pas à maturité. On a besoin d'avoir des abeilles à proximité. Ça peut produire très longtemps si on le garde sous serre, au chaud. Peut avoir des arrière-saisons très longues sur le concombre. Alors le concombre, on l'imagine dans une salade niçoise par exemple, enfin en salade, coupé en petits morceaux. Est-ce qu'on peut le consommer autrement et le cuisiner autrement, David? Je l'ai jamais fait cuire. Faudrait peut-être essayer. Ça se cuit, alors on le retrouve dans certains pays en cuisson, justement dans la cuisine grecque et romaine, c'était dans des sortes de soupes. Ça a des espèces de jus aussi, des gazpacho. Tu peux faire des jus, ça rentre dans la composition du gazpacho, tomates, concombre, poivron, ail, tabasco, ça rentre dans la composition. Moi je le travaille tout le temps quasiment cru, on peut le râper. Il y a une recette grecque où il est tzatziki, je crois. Je connais pas. Je connais pas. C'est du concombre, je crois, mixé, mais il est dégorgé avant, il est au sel. Avec du yaourt. Ah ouais, avec du yaourt. Oui, c'est ça, ouais. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Non, je connais pas. J'avoue que. Raison. Ouais. Mais moi, j'aime le concombre que m'amène Sébastien, parce que justement, on en parlait tout à l'heure, ils sont plus digestes, le concombre arménien. Le concombre arménien, oui. Il y a le blanc, hein.
Il y en a un vert foncé, un vert clair. Cette année, j'en aurai 2 variétés. Il y en a un qui est zébré, vert et blanc. Qui est zébré. Et sinon, le vert, c'est impossible à digérer. Je pense que c'est la peau peut-être. La peau et la chair en elle-même. Hein. Il y a des légumes qui sont plus ou moins digestes. Et le concombre est connu pour ça. Il y a beaucoup de clients qui me disaient moi, le concombre, j'en veux pas, je le digère pas, j'ai l'impression d'en manger pendant une semaine. C'est vrai. C'est curieux. Bah, non seulement j'adore, mais ça passe mais comme une lettre à la poste. Et je trouve ça très léger en plus. Moi, quand c'est peut-être moi, je sais pas. Et justement, certaines variétés que je leur ai proposées, je leur ai dit essaye quand même. Et ils m'ont dit celui-là, je le digère. Donc ça dépend vraiment des variétés. Ça dépend des variétés. Alors voilà, ça dépend des variétés. Moi, dans une salade de riz l'été, même quand il fait un peu chaud au personnel, souvent on fait des salades de riz. Quand il est coupé très finement, qu'on enlève un peu la peau, qu'on enlève un peu le grain, quand on le coupe en petits dés, on arrive à plus ou moins à le digérer plus facilement. Mais si on a ceux de Seb là que vous êtes en train de parler maintenant, on n'a pas besoin de les faire dégorger. Ils sont très fermes, la chair. Ils sont très fermes et c'est vraiment très intéressant à travailler. Alors comme tu disais tout à l'heure, dans une salade niçoise, dans une salade composée, quelle qu'elle soit, avec des carottes râpées, des légumes râpés. En général, on le voit là, le concombre. Voilà. C'est vrai. Hein, c'est vrai, oui, tu as totalement raison. Et dans cette recette qui dit on pourrait remplacer le yaourt grec par du brooch, on peut aussi. Une idée à travailler, j'aimerais bien goûter ça. Concombre au brooch, mais pourquoi pas mais pourquoi pas. Et la menthe, ça se marie bien. Le concombre à un copain ou une copine, c'est la menthe. Le concombre et menthe, ça marche très très bien. Ouais. Ok les amis, on va se quitter, on va se donner rendez-vous demain pour la dernière émission de la semaine. À demain. Salut les amis, salut Sébastien. Salut David. Salut. Dernier jour de la semaine pour parler du melon aujourd'hui. Ouais, on termine avec... Sur le chapeau melon. Voilà, avec quelque chose de très agréable, très, je dirais, estival. Hein. C'est un fruit qu'on mange beaucoup l'été et que les enfants aiment bien. C'est un fruit, sort d'une fleur. Et c'est de la courgette, ça aussi. C'est la cucurbitacée. C'est Cucumis melo, je crois. Cucumis melo. Voilà. Et donc alors, je vais de suite tuer une idée reçue. Il ne peut pas y avoir de croisement entre les concombres et les melons, parce que j'ai toujours entendu dire je mets pas mes concombres à côté de mes melons parce qu'ils vont prendre le goût. Non, si vos melons ils ont pas de goût, c'est plus une erreur de culture, trop d'arrosage, ou la variété qui est difficile à cultiver, ou votre sol, ou pas assez de soleil. Mais ce sera pas la faute du concombre parce qu'il n'y a pas de croisement ou d'hybridation possible. Si c'était le cas, ce serait sur la génération suivante, ça donnerait pas le goût au melon qui est en train de pousser. Voilà. D'accord, c'est bien de le dire. C'est bien de le dire. Aussi, on dirait plus qu'il faut arroser pour avoir des fruits et des légumes, mais c'est... Alors, le melon, ça se gère au début, c'est vrai qu'il faut lui apporter beaucoup d'eau, il va avoir besoin d'eau pour la croissance des fruits. Ouais. Toujours selon la méthode de culture, plus ou moins d'eau. Hein. Si on paille, comme je le fais, on a besoin de moins arroser puisque l'eau ne s'évapore pas. Mais ton père me disait, les fruits et les légumes ont besoin de souffrir un petit peu. Ah oui, ce qu'on appelle le stress hydrique. Alors pas tous dans les mêmes proportions, mais sur la tomate c'est clair. Hein, c'est comme un apprentissage. On lui apprend, va plonger tes racines dans le sol, tu vas souffrir sinon. Et alors c'est tout un ensemble. C'est toujours ce que j'ai toujours une vision globale. C'est pas parce qu'on fait souffrir qu'on va avoir des bons légumes. Ça va avec une façon d'appréhender le jardin. Il faut être à son travail en étant logique. Voilà, c'est toute une logique. On va le faire souffrir, mais on sait qu'on va la pailler, on sait qu'on va avoir un sol suffisamment meuble pour qu'elle racine profond. Et c'est valable pour toutes les plantes. Si la racine ne peut pas descendre parce que le sol est dur à 10 cm, de toute façon elle ne descendra pas. Elle va rester en surface. Et la surface, c'est la zone du sol qui sèche le plus vite. Donc s'il n'y a pas d'eau, effectivement, on est obligé d'arroser en permanence puisque ça sèche. Ouais. Donc on essaye, avec les techniques sur sol vivant ou ce qu'on appelle permaculture, de faire en sorte que les sols soient profonds. Et c'est bénéfique pour tous les légumes puisqu'ils vont tous pouvoir aller raciner plus profond et aller chercher cette eau qui est en profondeur. C'est le principe de la vigne. Voilà, c'est le principe de la vigne qui n'a pas besoin d'eau puisqu'elle descend profond. Et c'est pour ça qu'ils font des empirages, des herbages à la main pour que la vigne aille chercher au plus profond sa minéralité. Alors le melon, c'est un légume qui est encore une fois super ancien, qui nous vient des temps reculés et de pays lointains comme toujours. On la trouve 1000 ans avant Jésus-Christ en Égypte déjà, et c'est un fruit qu'on retrouve à l'état sauvage en Afrique, en Asie, en Turquie, au Japon, en Inde. À l'état sauvage. À l'état sauvage. Ouais, donc bon. C'est très difficile et on ne sait pas vraiment de quel endroit elle est originaire.
ce que je disais dans une autre émission, hein, dans les textes, on a toujours du mal à distinguer le melon, la pastèque, le concombre, quand c'est des fruits qui se ressemblent. Quand on fait une traduction qui vont parler d'un fruit rond, sucré ou amer, ou selon les variétés, ben l'auteur parle d'un fruit, on ne sait pas vraiment duquel il parle. Donc on est toujours prudent sur la provenance des melons. Il y a des melons qui sont peu sucrés. Beaucoup, souvent. Voilà. Et c'est-à-dire, on l'a ramassé trop tôt. Il y a le goût de la courge. On l'a trop arrosé. Il n'y a pas eu assez de soleil. C'est une variété qui se plaît pas à l'endroit où on l'a mis. Parce que c'est vrai que des fois, on ouvre un melon, on est déçu. C'est pour ça que moi, les variétés, genre les charentais, je les fais plus parce qu'elles sont très difficiles à réussir. Et je fais des variétés qui sont moins sucrées de base que le charentais, mais dont je suis sûr qu'ils vont être toutes sucrées. Par exemple, le melon boule d'or, ressemble au melon espagnol jaune avec la chair verte. Ouais. Moi, mes melons boule d'or sont systématiquement sucrés. Le melon jaune, c'est celui qui est un peu forme de ballon de rugby. Alors, il y en a un qui a un ballon de rugby, mais le melon boule d'or, non, il est, c'est la taille d'un ballon de handball. Et il est jaune, avec une chair verte, mais qui est sucré et parfumé. J'aime bien ça. Celui-là, tu en auras, parce que normalement, c'est celui que j'ai cultivé. Après, je travaille sur des variétés anciennes, dont on dit souvent qu'elles sont moins bonnes que les variétés hybrides, mais on verra bien. Je me relève le challenge de faire des bonnes variétés anciennes. Alors, comment la variété que tu disais tout à l'heure, le charentais? Alors, ça, c'est une variété qui nous vient du 15e siècle. C'est le plus commun, celui-là. C'est pas le plus commun, mais c'est celui qu'on va retrouver sur les étals, le plus célèbre. Ouais. Elle vient de Rome, de la résidence d'été des papes, Cantaloupe, ça s'appelait, et elle est arrivée en Charente, et c'est un melon qui s'est appelé en Provence, en tout cas, il s'appelait le Cantalou. Et c'est de ces variétés-là que sont nés les charentais, les brodés, ceux qu'on dit les brodés. Ouais. Mais il y a beaucoup de variétés. Alors, j'ai pas trouvé de chiffres fiables, donc je vais pas donner de chiffres, mais sûrement plusieurs centaines. Alors, j'ai trouvé au catalogue européen, donc le fameux catalogue, les variétés autorisées à la vente, 960 variétés, 260 autorisées à la culture en France. Il y en a sûrement beaucoup plus que ça. Ouais, très certainement. En tout cas, c'est vrai que c'est une culture assez délicate, hein. Pas au niveau du temps, parce qu'entre le semis et la récolte, il se passe 12 à 20 semaines selon les variétés, mais certaines doivent être taillées, l'arrosage est délicat, il faut réduire, une fois que les fruits sont formés, l'arrosage des 2/3. Alors dit comme ça, c'est 2/3, ça veut dire quoi? On mesure pas l'arrosage qu'on fait, hein. Les anciens arrosent à l'œil ou au sillon. Moi, au goutte à goutte, je sais à peu près, je peux contrôler plus, mais je sais que de toute façon, j'arrose peu. J'arrose peu, très peu, et plus les années passent, plus je sélectionne pour arroser de moins en moins. Il y a des gens qui arrivent à quasiment pas les arroser. Ben voilà, de toute façon, se préparer à ça. Donc, j'ai l'impression, David, que le melon, c'est un des rares fruits qu'on mange en entrée. Oui, quand on va au restaurant. Ouais, tu peux manger un melon, le melon au jambon. Hein, au prisout ou notre jambon. Hein. Si vous choisissez un bon melon, choisissez un bon prisout, toi. Ouais, il vaut mieux. Ah ouais, tant qu'à faire, vous me mangez peu, mais mangez bon. Hein. Parce qu'on peut vite déçu de l'un ou de l'autre. Ouais, parce que le prisout, c'est un peu comme le melon. C'est-à-dire que des fois, il est un peu sec, il est un peu trop salé. Après, tout dépend des goûts, effectivement. Oui, mais malheureusement... des fois, il est un peu rance. C'est après qu'on découvre la saveur, que ça nous plaise ou non, malheureusement. Ouais, il faut sélectionner, de toute façon. Hein. Sauf connaître son producteur, lui demander un peu conseil sur les jambons que l'on veut prendre, avec 4 mois, 36 mois, 12 mois, selon... Il faut écouter ses producteurs. Et le melon, tu as raison, c'est souvent un fruit que l'on mange en entrée. Moi, je le mets dans mes salades. Souvent, je le marie avec une bonne cope aussi. La cope aussi. Ah ouais, tu as une bonne cope bien persillée. Mais pourquoi il y a cet alliage entre le sucré et le salé, finalement? Parce que la charcuterie, c'est quand même... je pense qu'on n'a rien inventé, ça vient pas de nous, hein, ça vient pas de notre génération, ça vient bien de loin. Hein. On mangeait bien le fromage avec la confiture avant que nous, on se dise on fait du sucré salé ou du miel avec du fromage. Ça vient, moi je pense que ça vient de manière assez évidente parce que tu le retrouves dans beaucoup de cultures, ce mélange du sucré salé. Et les mariages de choses même qu'on a moins l'habitude de voir. Hein. Je rigolais en parlant avec un ami l'autre jour du chocolat au piment. Qui est quelque chose de traditionnel en Amérique du Sud. Voilà, on n'a pas inventé. Bon, c'est vrai qu'en Asie, le sucré salé, il y en a beaucoup aussi, mais chez nous aussi. Chez nous, c'est vrai, le fromage avec le miel, la confiture de figues. Les repas avec le sucre. La cuisine avec le miel, les navets glacés au miel, ça c'est des recettes que j'ai vues, que j'ai lues, qui remontent de loin aussi. Hein. Ouais. David a raison, ça revient de loin. Mais je pense qu'ils avaient trouvé l'association... en recherchant l'alliance des deux pour souvent les conserver.
C'est vrai. Hein, Sucre conserve. Le miel, conserver les viandes. Je parle à toi qui est un féru d'histoire. Ils conservaient dans les bateaux, ils conservaient le miel la viande avec le miel. Donc après ce sucré salé, je pense le sel aussi, ouais. Je pense qu'il a été mis en place bien avant que nous on pense à la cuisine nouvelle du sucré salé. Pour en revenir au melon et au jambon, au melon à la cope, voilà, moi j'adore marier la cope et le melon parce que on a ce gras de la cope qui vient nourrir un peu le sucre du melon. Et si on arrive à avoir des produits d'exception comme ça, on n'a pas besoin de faire un grand repas. Hein. On se marie bien juste avec ce plat-là. C'est assez sympa. Ensuite, on peut l'agrémenter de salade de fruits. Moi, j'aime bien mélanger le melon avec le basilic. Et souvent, le basilic pourpre. Ça se marie très bien. Quand vous pouvez faire un petit mix, un petit tartare de fruits où vous venez mettre finement et fraîchement, parce qu'il faut que ça soit frais, le basilic pourpre, ça marche du feu de Dieu. Le melon, on peut en faire un sorbet. Sorbet melon, c'est super. Quand c'est bien travaillé, quand c'est frais. Il existe maintenant des petites machines sympas pour faire des glaces soi-même. Hein, alors, c'est pas des glaces qui durent dans le temps, parce qu'il faut avoir un certain métier, une certaine maîtrise. Mais vous pouvez faire des petites glaces chez vous, des petits sorbets chez vous avec ces petites machines qui sont sympas. Et en famille, profitez de faire des fruits glacés ou des fruits mixés, tout simplement. Et surtout, c'est bon pour la santé. Ouais. Alors le melon, c'est comme on a fait cette réflexion pour la pastèque, c'est vrai qu'il faut que ce soit frais quand même. Un melon chaud, bon, c'est pas top quand même. Pas très et puis j'ai l'impression qu'il peut rapidement à l'intérieur faire une petite pâte. Enfin, je ne sais pas s'il mûrit plus vite quand il est à l'extérieur, mais déjà il faut faire attention de ne pas le choquer, parce que quand tu le choques, en fait, c'est comme une viande, tu crées pas un hématome, mais tu crées une destruction de la fibre. Et donc, il faut faire attention de ne pas les faire tomber, de ne pas les entrechoquer, de ne pas les mettre au froid non plus, parce que le froid détruit le melon, hein, comme la pastèque. Et il expliquait en début de semaine comment choisir un bon melon. Alors, moi, j'ai toujours vu mes parents sentir le melon. À l'odeur. Après, alors, des fois, il sent bon, mais il a cette espèce de goût alcoolisé parce qu'il est trop mûr quand on fermenté, voilà. C'est vrai, ouais. C'est vrai que quand c'est trop mûr, c'est vraiment pas bon. Hein. C'est délicat. Mais quand c'est trop vert, c'est pas non plus très bon. Alors comment le choisir, Sébastien Molard? Il faut qu'il soit lourd aussi comme la pastèque. Il faut qu'il soit lourd, mais ce sera pas forcément un critère selon les variétés. Ça va vraiment dépendre de la variété. Et j'avoue que le melon, moi les premières années, c'était mon grand désespoir. J'y arrivais pas du tout parce que justement j'allais vers ces variétés, les charentelles. Et là depuis pareil, il faut le sol adapté au melon. Il faut il y a un long travail de sélection par rapport au terroir. Alors il y a deux écoles. Hein. Il y a ceux qui vont aller vers les variétés hybrides. Qui sont des croisements faits, qui sont dégénératifs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas refaire sa semence puisque les caractéristiques disparaissent sur les générations suivantes, donc on est obligé d'acheter la semence. Et sur les variétés hybrides, c'est vrai que les professionnels disent qu'on a de meilleurs résultats. Ou alors, il faut reprendre le savoir paysan, c'est-à-dire refaire de la sélection, ce qui est beaucoup plus long, beaucoup plus difficile, et adapter la semence au terroir. Ça, c'est un travail dans lequel je crois, moi en tout cas. Mais c'est un vrai travail, c'est un travail en plus de celui de juste cultiver, c'est le travail du paysan, le travail qui a été fait par les paysans au cours des siècles de sélection. Si on a toutes ces variétés, c'est parce que pendant des siècles, des paysans ont sélectionné, ont choisi des caractéristiques qui les intéressaient. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des milliers de variétés de melons. Et je pense qu'il ne faut pas l'abandonner, ce travail, il ne faut pas laisser ça dans les mains des industriels, il faut qu'il y ait un monde paysan qui continue à faire ça. Il ne faut pas se laisser déposséder. C'était le mot de la fin donc, de Sébastien. Il faut donc ne pas se laisser déposséder de ce patrimoine. Comment on peut dire, floristique ou je sais pas comment employer le patrimoine qui appartient à l'humanité. Hein, les semences, c'est le premier patrimoine, l'alimentation, la base, avec l'eau. Attention, je vais déraper. On se quitte les amis, la semaine est déjà terminée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine avec bien évidemment. Grand plaisir. À la semaine prochaine. À dire encore. Bon week-end à tous. Bon week-end.